Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur Ligne de main. Martin avec vous, un plaisir de vous retrouver. Préparation pour la rentrée. J'espère que vous avez passé une belle période estivale, que la température a été au rendez-vous. Comme je l'ai mentionné lors de la dernière vidéo, de notre côté, ça a été relativement difficile avec les feux de forêt que nous avons eus en Colombie-Britannique. Par contre, tout ça s'atténue actuellement. Nous avons eu des températures plus fraîches, de l'humidité, des pluies lors des derniers jours, ce qui permet vraiment aujourd'hui de regarder l'état des dommages. Évidemment que le paysage a changé aussi. Les gens s'en remettent, mais c'est un endroit très sec où je demeure, ce qui est tout à fait naturel. La réalité en arrière de tout ça, c'est qu'il y avait eu un feu d'ampleur en 2003. Il y avait eu à l'époque une enquête et il y avait eu des recommandations qui avaient été faites. Et vous avez compris que 20 ans plus tard, la problématique revient. Et quand on regarde les mesures qui avaient été suggérées, il n'y a absolument rien au niveau étatique qui a été fait du côté fédéral comme du côté provincial. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Mais bon, on continue d'avancer. Les consommateurs sont à bout de souffle. On va regarder ça ensemble. La situation devient tendue au niveau économique. Ça fait longtemps qu'elle l'est, mais vous voyez clairement que là, on avance dans cette accélération-là qu'on avait discuté déjà dans les derniers mois. Et les nouvelles sortent de plus en plus sur les obligations privées. Donc, on est en train de voir une implosion de ce côté-là. Et à travers ça, il y a des opportunités, il y a des aubaines, il y a des occasions et on va les regarder aussi, on va les analyser parce qu'il y a des très belles choses qui se présentent à nous pour les prochaines semaines. Et vous le savez, généralement, septembre, octobre, novembre sont des mois beaucoup plus volatiles au niveau économique. Lorsqu'il y a des crises, ça se déroule généralement vers le mois d'octobre. On l'a vu à plusieurs reprises au fil des dernières années. Donc, ça va être important dans la période actuelle de surveiller comment le marché va se comporter, comment les différentes banques centrales vont réagir. Alors, Evergrande, on en a discuté lors de la dernière vidéo. Eh bien, le marché boursier de Hong Kong a réouvert sur Evergrande après avoir été arrêté pendant plusieurs semaines. Résultat des courses, eh bien, 87% de baisse. Et là, on est en train de voir clairement que le titre s'est complètement effondré, alors qu'Evergrande est dans une position où elle ne peut pas rembourser les dettes qui avaient été prises auprès des investisseurs dans plusieurs produits financiers différents. Et là, on est en train de voir la débâcle chinoise au niveau du secteur commercial immobilier. Et attendez un instant, je vais vous présenter aussi une deuxième nouvelle qui est sortie qui touche encore une fois le secteur immobilier chinois. Et Country Garden est potentiellement encore plus gros qu'Evergrande. Et là, on est en train de voir à quel point même Country Garden est en train de faire défaut sur sa dette avec des pertes de plus de 7 milliards de dollars qui ont été encourus, toujours quantifiés en dollars américains, n'est-ce pas? Et là, ben, vous comprenez bien que pour l'instant, la Chine a subi les conséquences au niveau économique dans leur marché boursier à eux, très peu d'impact du côté de l'Europe et très peu d'impact actuellement sur les marchés boursiers américains. Par contre, ça vous donne une bonne idée de ce qui s'en vient de notre côté, alors que vous l'avez compris, beaucoup de sociétés d'investissement sont diversifiées dans plusieurs produits financiers différents, dans plusieurs obligations différentes, que ce soit au niveau étatique ou que ce soit au niveau public. Et du fait même, donc, il y aura inévitablement un impact à venir si ce n'est pas déjà le cas. Alors que là, vous comprenez qu'il y a beaucoup de sociétés d'investissement qui ont perdu des milliards de dollars dans l'aventure de Country Garden, dans l'aventure d'Evergrande et plusieurs autres à venir. C'est un impact important sur le secteur bancaire. Et on comprend bien que les banques centrales devront réagir à essayer, à tenter de saisir la balle au bon. Et ça va être pertinent de voir de quelle manière tout ça va se dérouler. Deuxième nouvelle, encore une fois, qui touche les obligations. On est en train de voir, encore une fois, avec l'augmentation des taux d'intérêt, que généralement, il y a, avec cette augmentation des taux d'intérêt-là, une augmentation des défauts de paiement du côté des obligations. Encore une fois, les obligations sont de la dette qui sont vendues en échange d'un intérêt. Donc, les investisseurs prennent le risque
d'investir dans une obligation dans le but d'en retirer un profit. Et le risque ici, c'est que l'obligation ne soit pas remboursée selon les termes et conditions qui ont été entendus au départ. Et là, vous voyez que la ligne verte ici sur le graphique, représente actuellement la dette des sociétés et à quel point, donc, il y a une augmentation des défauts de paiement qui est en train de se mettre en place, à même titre que vous avez les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter. Et là, les taux d'intérêt, à date, on est dans les eaux d'environ 5 à 6 %. On pourrait voir la Fed continuer. Et à défaut de me répéter, ce que l'on sait de l'histoire, eh bien, c'est que la Fed n'arrêtera pas son augmentation des taux d'intérêt tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une crise boursière. Donc, lorsque nous aurons une correction sévère du côté des marchés actions, c'est là où la Fed généralement se met en action pour soit retourner et diminuer les taux d'intérêt, soit faire de l'impression monétaire d'une manière ou d'une autre. Attendez-vous à une augmentation de l'inflation. C'est inévitable. Donc, les coûts à la consommation vont continuer d'augmenter tout simplement parce que la valeur de notre dollar perd son pouvoir d'achat. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et on est en train de voir la création, encore une fois, d'un cycle de défaut de paiement dans les obligations qui est en train de se mettre en place. Donc, les prochains mois vont être, comme d'habitude, très déterminants à suivre de quelle manière les sociétés vont se comporter. Maintenant, rapidement, je vais le couvrir. Je vais le couvrir à la fin parce que ça va me permettre de faire la transition vers le graphique que je désire vous montrer. Et par le fait même, j'en profite pour prendre quelques instants aussi pour vous demander de partager la vidéo d'aujourd'hui, de nous donner un like, c'est toujours apprécié. Je vous invite aussi, dans le descriptif de la vidéo, d'aller jeter un œil sur les différents liens de réseaux sociaux où nous sommes présents et d'autant plus que nous donnons des informations en temps réel sur notre chaîne Telegram. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné sur notre chaîne Telegram, je vous invite à le faire. C'est là où vous avez l'information en premier en attendant la création des capsules vidéo telles que je le fais actuellement. Donc, pour être à la page rapidement, notre chaîne Telegram, pour suivre les vidéos, à ce moment-là, vous le faites dépendant des différents réseaux sociaux qui sont mis à votre disposition. Et merci encore une fois de partager avec votre entourage sur vos réseaux sociaux de manière à pouvoir augmenter notre exposition dans les différents réseaux. Donc, ce qu'on est en train de voir aussi, lorsque je vous mentionnais tantôt, attendez, est-ce que je l'ai pris en note? Il me manque une charte hyper importante. Donnez-moi juste un instant. Je vais aller la chercher. Voilà. Et je vais vous la mettre sur grand écran pour que vous puissiez la voir vous-même. Voilà, j'avais oublié de l'intégrer dans ma présentation. Mes excuses. Écoutez, donc tout ça a sorti ce matin du côté des États-Unis. Alors qu'on apprend, pas de surprise pour la majorité d'entre vous, et on peut comprendre que tout ça reflète aussi ce qui se produit actuellement dans nos pays respectifs. 61 % des Américains vivent d'un chèque de paye à l'autre et 67 % des individus qui sont single, donc qui ne sont pas en couple, eh bien, ça représente 67 % de la population américaine au niveau des individus. Donc, c'est énorme. Vous comprenez que l'inflation est en train de frapper de plein fouet l'économie américaine et ce n'est pas terminé. Donc, reste à voir de quelle façon le gouvernement va vouloir inciter les gens à continuer de dépenser alors que vous comprenez que le budget n'y est plus. Il y a une augmentation des vols à l'étalage partout, particulièrement dans les États qui sont dirigés par des démocrates, par des libéraux. Et par le fait même, donc, il y a une famine qui s'installe, il y a des problématiques sociales qui sont à venir aussi dans le futur. Et dû justement aux conditions que nous sommes en train de voir, eh bien, un autre des constats ici, c'est que les gens qui possèdent de l'immobilier, eh bien, cherchent évidemment à rationner leurs revenus pour dépenser aux bons endroits et vu qu'ils doivent se nourrir, on doit couper ailleurs. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le niveau de risque augmente alors que les Américains abandonnent leur assurance maison. Donc, s'il se produit
une problématique au niveau d'une tempête, d'une tornade, d'un feu de forêt ou autre, bien, vous avez de plus en plus de gens à risque de perdre leurs biens immobiliers alors qu'ils ne s'assurent plus. Et la raison principale pourquoi ils ne s'assurent plus, c'est tout simplement parce que les prix des assurances ont fortement augmenté sur la valorisation de l'immobilier aussi. Donc, on parle ici en moyenne d'une augmentation de 20% sur le prix des assurances immobiliers aux États-Unis comparativement, en fait, à 2022. Donc, c'est une augmentation drastique des coûts d'assurance sur une période de 12 mois. Donc, vous comprenez qu'encore une fois, les Américains doivent se serrer la ceinture. Ils sont à bout de souffle et c'est ce qu'on va constater aussi par différentes tranches de revenus. Alors, pourquoi les gens ont une dette sur leur carte bancaire, qu'on appelle ici des cartes de crédit, telles que Visa, Mastercard? Eh bien, si vous constatez les différentes colorations, c'est relié avec les différents niveaux de revenus. Donc, vous avez le plus pâle ici qui est sur des revenus de 100 000 et plus, et vous avez le plus foncé sur des revenus de moins de 50 000 Donc, des dépenses quotidiennes. Vous avez 30% des gens qui vivent avec un revenu de moins de 50 000 qui utilisent leur carte de crédit tout simplement pour payer leurs dépenses quotidiennes du jour au jour. Vous avez 19% d'eux qui utilisent pour la vente pour l'achat de biens de consommation et ainsi de suite, ainsi de suite. Très peu, évidemment, de pouvoir d'achat pour pouvoir se permettre de l'entertainment, donc des restaurants, des cinémas, Walt Disney et autres. Et la même chose au niveau de l'aspect vacances. Donc, comprenez bien ici que c'est un secteur à éviter au niveau investissement parce qu'il y a un ralentissement majeur qui est en train de se mettre en place dans ce secteur d'activité-là, ce qui était tout à fait prévisible, n'est-ce pas? De l'autre côté, vous voyez clairement que vous avez une forte utilisation des cartes de crédit dans un cas de dépenses urgentes. Donc, quelqu'un tombe malade, il y a encore une fois un événement qui se produit, que ce soit un feu de forêt, ainsi de suite, qui met les gens en danger. Eh bien, c'est là où vous avez une forte quantité de gens qui utilisent leur carte de crédit vraiment dans un cas d'urgence, de dépenses de dernière minute. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'épargne et ils sont en train de siphonner tout le reste de leurs épargnes pour être capables de continuer de vivre dans le quotidien. Donc, encore une fois, ces gens-là se sont mis à risque d'avoir très peu d'épargne. Par le fait même, ils sont accros à ce que l'État va leur proposer. Et encore une fois, vous comprenez que ces gens-là sont facilement manipulables parce qu'ils ont besoin de l'État pour être capables de continuer de nourrir leur famille. C'est une situation qui est absolument insoutenable, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir qu'on a plus de 40%, toutes classes sociales confondues, qui considèrent l'utilisation de cartes de débit, de cartes de crédit pour des dépenses en urgence. Donc, vous voyez clairement à quel point que dans toutes les catégories de revenus, il y a un manque d'épargne. Et tout simplement, ce qui se produit aussi, c'est que plus que les gens sont à revenus élevés, plus ils dépensent et plus ils gardent en fait longtemps leur dette sur la carte de crédit, ce qui est absolument débile. Donc, vous comprenez bien que les cartes de crédit ont des taux d'intérêt aux États-Unis qui varient entre 18 à 20 %. Eh bien, plus les gens ont des revenus élevés, plus ils ont un rythme de vie élevé et retardent le remboursement de leur carte de crédit, ce qui est absolument irresponsable. Et vous le voyez clairement ici avec 72 % des gens qui font un revenu de plus de 100 000 annuels et plus utilisent et sont enclins à garder leur dette plus longtemps. Donc, encore une fois, on comprend ici que c'est des conditions qui sont absolument insoutenables pour la majorité des individus. Sur un autre aspect, en terminant, qui est très intéressant pour moi à suivre actuellement, j'en ai parlé au fil des dernières semaines. J'y reviens encore aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans une période critique pour tout ce qui est l'achat de matières précieuses, de valeurs refuges telles que l'or et l'argent. Il y en a plusieurs autres manières, évidemment, de se protéger contre l'inflation. Mais ce qui est le plus reconnu,
depuis des années, c'est évidemment l'or et l'argent. Et j'en parle fréquemment depuis plusieurs années. Et là, on arrive vraiment dans des paramètres qui deviennent vraiment intéressants. Alors que si on regarde au niveau des échanges du Shanghai, donc l'échange de l'or sur le marché chinois, nous avons une augmentation, en fait, du prix de la prime pour se procurer du physique. Donc, encore une fois, ici, on ne parle pas nécessairement du prix papier que l'on reconnaît dans les marchés boursiers via les produits dérivés tels que les contrats futurs. On parle ici du prix à payer pour mettre la main sur 1 gramme ou une once d'or physique du côté de la Chine. Et ça, c'est représenté par le graphique que vous avez en bas. Donc, vous voyez clairement que la prime est en train d'augmenter. Plus il y a un risque de défaut du côté des sociétés telles que Evergrande dans l'immobilier, telles que Country Garden et autres. Et vous le savez que les Chinois sont très intéressés par l'or, en fait, de valeur refuge. Ça fait partie de leur culture, à même titre que les Indiens, à même titre que les Européens, beaucoup moins du côté nord-américain, du côté du Canada. Donc, augmentation de la prime, à surveiller, c'est ce qui se produit aussi où vous demeurez. Et vous voyez clairement, donc, au niveau des prix au gramme, il y a une différence de prix qui commence à augmenter aussi sur le marché d'échange de Shanghai versus le marché international, le marché de Londres ou le marché de New York. Donc, il y a définitivement une demande qui s'installe du côté chinois. Et d'où là, ça m'amène à vous présenter mon graphique de la semaine que j'apprécie le plus. J'en ai parlé au fil des dernières semaines et je veux y revenir parce que c'est important de voir le comportement du marché actuellement, particulièrement lorsqu'on regarde le ratio or-argent. Donc, on peut définitivement s'attendre. Et encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers ici. Je ne fais qu'émettre mon opinion et mon expertise alors que je fais du trading sur les marchés depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai enseigné le trading aussi, vous le savez. Et donc, je veux vraiment vous intéresser à vous montrer au niveau graphique ce que nous sommes en train de voir. Donc, nous avons un fort potentiel du côté de l'or à continuer d'augmenter au niveau des prix. Et par le fait même, l'argent devrait suivre. Mais en arrière de ça, il y a un écart énorme dans le ratio entre l'or et l'argent. Donc, si vous investissez dans l'argent aujourd'hui, vous, avez la capacité de voir le prix de l'argent qui va continuer d'augmenter, ce qui est bénéfique pour vous, en fait, d'investissement. Mais l'accélération doit être plus rapide du côté de l'argent que du côté de l'or. Donc, si l'or continue d'augmenter, l'argent va continuer d'augmenter, mais l'argent risque d'augmenter encore plus rapidement, tout simplement parce qu'on doit resserrer le ratio or-argent. L'extraction actuelle au niveau minier de l'argent représente un ratio de 7 pour 1. Donc, vous avez 7 onces d'argent qui est extrait du sol pour 1 once d'or extrait du sol actuellement. C'est le ratio qui est reconnu par les sociétés minières. Par contre, sur le marché, vous avez maintenant un ratio de 79 pour 1. Donc, il est tout à fait légitime de penser que l'argent devra retourner à un ratio plus sain, alors que l'extraction minière est à un ratio de 7 pour 1. Donc, vous comprenez pourquoi je bénéficie l'argent actuellement versus l'or. Un plus que l'autre, ça ne veut pas dire un versus l'autre. Et lorsque vous constatez le mouvement sur les marchés actuellement, eh bien, j'avais mentionné qu'on avait un beau mouvement en position au fil des dernières semaines, alors qu'on était sur ce qu'on appelle un head and shoulders, hein, un effet de épaule, tête, épaule dans le marché. Donc, on s'attendait à redescendre. C'est ce qui s'est produit dans le marché de la bourse. On est retourné tester un plancher qui est très important ici, alors que vous constatez que le marché a frappé à la porte de ce ratio-là ici à multiples reprises déjà depuis plusieurs mois et qu'on y est retourné la semaine dernière. Et ce que j'ai mentionné sur notre réseau Telegram et qu'il est important de comprendre, c'est que si on veut défoncer un plancher, et je veux vraiment vous donner une image ici qui est une analogie importante dans le trading. Si vous prenez une énorme bille d'acier qui pèse des tonnes et que vous la déposez sur le sol avec une hauteur de moins d'1 mètre, eh bien, l'impact au sol est beaucoup moins important
que lorsqu'on est beaucoup plus haut pour lancer la même baie, pour frapper dans le sol. Donc, vous comprenez que la gravité, l'accélération va déterminer évidemment l'ampleur de la force dans laquelle on va frapper le plancher. Eh bien, au niveau des marchés boursiers, ce n'est pas différent. Et ce que je veux vous mentionner ici, c'est que lorsque le marché se positionne sur le plancher, il devient excessivement difficile de dépenser énormément d'énergie dans la direction pour défoncer le plancher alors qu'on y est déjà. Ce qui est plus simple, c'est tout simplement de faire un repli, de retourner reprendre des forces, de prendre un espace qui va nous permettre ensuite de déterminer le niveau d'engagement des traders à vouloir redescendre à la baisse avec force. Donc, il est tout à fait naturel de voir actuellement le ratio retourner légèrement à la hausse et de voir ce niveau d'engagement-là du côté des vendeurs qui suivra dans les prochaines semaines pour retourner frapper le plancher en question. Donc, il était tout à fait légitime, et comprenez bien qu'il n'y a jamais de certitude dans les marchés boursiers. Il y a seulement des tendances. Et là, ici, ce que nous sommes en train de voir comme mouvement à court terme, c'est une tendance très forte. Donc, encore une fois, le pourcentage de chances que cela se produise est plus élevé que le contraire. OK? Il n'y a pas de pourcentage en soi qui est quantifié. Je n'ai pas le nombre de pourcents. Je ne fais tout simplement vous dire qu'il était tout à fait naturel, encore une fois, sur une base de prédiction, de voir le marché redescendre sur le plancher, de tester le plancher. L'engagement n'était pas au rendez-vous de la part des vendeurs pour défoncer le soi-dit plancher. Il est normal de voir tout simplement les acheteurs reprendre un peu de force. Maintenant, jusqu'à quel niveau ça sera à suivre? Dans le contexte actuel, généralement, on tend à vouloir retourner tester le dernier plancher ici, c'est-à-dire les eaux d'environ un ratio de 80,7. On pourrait très bien voir le repli s'effectuer dans les eaux 80,7 avant de reprendre de la force du côté baissier et de voir si l'engagement sera suffisant pour défoncer le plancher, pour continuer de diminuer le ratio entre l'or et l'argent. Donc, très bonne période, en fait, pour l'achat de matières physiques, particulièrement du côté de l'argent versus l'or. Et encore une fois, il est important de bien suivre votre plan, votre stratégie pour votre investissement dans les valeurs refuges. En arrière de tout ça aussi, en terminant, il y a eu des très, très beaux mouvements au niveau des matières premières. L'uranium qui a très bien fait au fil des derniers jours. On a eu la même chose avec une augmentation des coûts sur le pétrole. Et donc, à suivre de ce côté-là, on s'attend à voir le pétrole continuer d'augmenter. Et même chose du côté de certaines matières premières. Et on verra lorsque la Fed réagira et qu'il y aura une crise au niveau des marchés boursiers, de voir comment les banques centrales vont réagir pour se repositionner ensuite. Pour l'instant, c'est la direction à suivre. Je surveille avec grand intérêt Bitcoin. Je surveille avec grand intérêt l'argent, comme d'habitude. Et pour ce qui est des autres opportunités à saisir, eh bien, on les présente à nos abonnés dans l'espace proactif chez Matter 21. Merci encore une fois. Partagez la vidéo, donnez-nous un like. On se reparle la semaine prochaine. Et en passant, vous allez avoir en début de semaine une petite vidéo sur mon dernier investissement à faible risque que je vais mettre à votre disposition à chacun d'entre vous, que ce soit lundi ou mardi de la semaine prochaine. Donc, ne manquez pas la prochaine vidéo à venir et je ferai une récapitulation des marchés à la fin de la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bon long week-end si vous êtes au Canada et on se reparle bientôt.